On se retrouve sur le plateau de Culture Link qui est installé, je vous le rappelle, ici au BIS 2020 à Nantes, les biennales internationales du spectacle. Et on va s'emparer d'un nouveau thème. On va parler des pratiques amateurs. Alors, c'est pas une provocation, mais presque. On va voir ça dans un instant avec notre invité, puisqu'on parle de pratiques amateurs au cœur d'un événement qui est entièrement dédié aux professionnels. Alors, c'est finalement la question qui nous intéresse, c'est est-ce que les territoires, est-ce que les politiques publiques sont prêtes à laisser un peu plus de place aux amateurs? On en parle avec donc deux invités. Sonia Leplat, directrice de la Maison des pratiques artistiques amateurs. C'est un établissement de la ville de Paris. On y revient dans un instant. Et puis avec nous également Sylvie Bretéché, qui est donc responsable du service Action culturelle et patrimoine au département de Loire-Atlantique. Merci à toutes les deux de nous avoir rejoints. Que représente, Sonia Leplat, aujourd'hui les pratiques amateurs? Est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que c'est un petit peu grandissant? Est-ce que les lignes bougent? Alors effectivement, merci pour votre invitation pour parler des amateurs qui sont en fait nous, vous, moi, tout le monde, parce que évidemment la pratique artistique depuis la nuit des temps a existé. Les gens se sont toujours réunis autour du chant, de la danse, du théâtre, de l'art du récit, du fait de se raconter, de se mettre en scène. Et aujourd'hui, en 2020, à l'heure où évidemment les sujets économiques sur la culture, la place des artistes dans les politiques culturelles, etc., fait débat. Voilà, c'est une grosse question. Non, ce n'est pas anecdotique. Et oui, c'est une forme de provocation. C'est-à-dire que parler des amateurs, c'est aussi remettre en perspective l'histoire de la décentralisation de la culture en France, la création du ministère de la Culture, qui est somme toute récente à échelle de l'histoire de l'humanité. Et c'est s'autoriser à partager la créativité et la création, à partager la légitimité de créer et de montrer à un public ce dont on est capable en s'exprimant. Et les pouvoirs publics aujourd'hui, de tout temps, mais spécifiquement aujourd'hui, ont bien envie de reposer le débat et d'inclure les professionnels, parce que les artistes, évidemment, créateurs visibles, sont tout à fait partie prenante de ces enjeux-là, que les directions des affaires culturelles, quelle que soit la taille des territoires, ont bien envie de renouer avec les débats qui, au début de la naissance du ministère de la Culture, par exemple, ont donné lieu à des prises de parti très fortes entre ce qui relève de la culture, de l'art, et entre ce qui relève de l'animation, du chant et du pop socio-culturel, et qui aujourd'hui s'appelle Action culturelle par exemple, mais en fait le débat n'a pas vraiment changé. Donc l'établissement que je dirige, la MP2A, Maison des pratiques artistiques amateurs, est un établissement assez innovant, inédit, que la ville de Paris a pensé, souhaité et a mis en œuvre depuis 2008. Pour donner une place centrale au cœur de Paris, dans 5 sites, 20 salles très confortables, très belles, pour que les non-professionnels puissent se réunir, créer, inventer, s'entraîner, sans qu'il y ait d'injonction de production de spectacles, puisque ces personnes ne souhaitent pas faire leur métier principal de la création artistique. Et donc c'est tout à fait innovant. Elles peuvent se produire si elles le souhaitent. Si c'est un souhait de la part des amateurs. Oui, absolument. Nous, on a des salles de spectacle qui sont totalement ouvertes, avec un accompagnement technique, artistique. On met en lien des artistes professionnels et des artistes amateurs. On crée des ateliers pour impulser cette pratique artistique auprès de publics qui n'y viendraient pas, on va dire, naturellement. Et tout ça, pas dans un souci d'animation du territoire ou d'action culturelle, mais bien dans un souci de légitimité, de création pour tout le monde. Et c'est un autre point de vue. On y reviendra un peu plus en détail après. Sylvie Bretéché, est-ce que ça vous donne envie, un établissement comme celui-ci, en Loire-Atlantique? Vous aimeriez avoir le même outil? Alors, bon, effectivement, en Loire-Atlantique, on n'a pas un outil comme la MP2A, même si on est en réseau et en lien régulier avec cette structure. En revanche, on se positionne différemment, on se positionne en accompagnement de l'ensemble du territoire départemental. Alors, bon, c'est pas très fun de parler de plan départemental des enseignements et des pratiques artistiques en amateur, mais il faut bien en passer par là. C'est l'idée d'accompagner effectivement à la fois financièrement, mais surtout en accroissement et en qualification, en fait, à la fois les enseignements artistiques, puisqu'on est bien là sur une obligation légale qui est faite au département d'ériger un schéma des enseignements. Donc la Loire-Atlantique a un très
très fort réseau d'écoles de musique qui sont accompagnées financièrement. Mais c'est aussi et surtout le fait d'aider la pratique amateur à se qualifier. Et effectivement, je rejoins tout à fait ce que dit Sonia. On avait fait il y a quelques années un bilan de la pratique amateur en Loire-Atlantique, et je n'ai plus les chiffres en tête et ils datent maintenant un peu, mais on se rend compte qu'il y a un très très fort réseau d'habitants qui vivent avec cette pratique artistique, et qu'il est essentiel bien souvent de les aider à la vivre de façon la plus qualifiée possible. Qu'est-ce que ça produit comme effet positif, question posée à toutes les deux, de favoriser les pratiques amateurs? C'est bon pour qui? Les amateurs, les professionnels aussi, qui peuvent être des fois un peu bousculés? Qu'est-ce que ça génère? C'est bon pour les amateurs, c'est bon pour la société, parce qu'il y a un vrai vivre ensemble aussi dans cette pratique amateur autonome. Et puis, c'est vrai que les artistes professionnels peuvent être aussi un fort moteur pour la pratique artistique. On est toujours attentif à faire en sorte que des professionnels rencontrent des amateurs, et ça, c'est quelque chose qu'on a essayé d'initier justement dans la nouvelle version de notre plan, en finançant les troupes amateurs, alors qu'elles soient théâtrales, mais les ensembles, les chorales, etc., qui travaillent avec un professionnel, mais qui est un professionnel qui peut être un technicien comme un créateur, pour faire grandir leur activité amateur. Sonia Leplat, on voit aussi développer des spectacles un peu hybrides finalement, où des professionnels se produisent aux côtés d'amateurs. Ça, c'est quelque chose d'intéressant à suivre? C'est une des possibilités sur la question qui était posée à qu'est-ce que ça amène aux artistes amateurs et aux artistes professionnels. Ça amène la rencontre et ça amène une porosité. Les artistes professionnels sont ravis de travailler avec des acteurs qui ne sont pas passés par des écoles, par exemple. Il y a une recherche de moins de formatage de la part de certains artistes professionnels. On le voit avec des grands noms comme Mohamed El Khatib ou plein d'autres. Il y a aussi le souci de parler de sujets qui ne sont pas forcément les sujets qui intéressent les professionnels de la profession. Donc il y a un éclectisme très important. Après, sur les spectacles participatifs qui incluent alors des amateurs, ils sont amateurs par opposition aux professionnels qui sont sur scène. Moi, je lutte pour qu'on sorte de cette opposition. En fait, ce sont des participants. Dont le métier est autre, qui ne sont pas des acteurs ou des danseurs professionnels, qui prennent plaisir à participer à une aventure, souvent éphémère, très rarement poursuivie, ou alors très inscrite dans une habitude. Au contraire, il y a des professionnalismes, des amateurs professionnels, c'est-à-dire des gens qui guettent tous les appels à participation sur leur territoire et qui ont plaisir à participer à tout ça. Et pourquoi pas, mais c'est souvent pas du tout l'objectif de l'artiste ou du théâtre qui offre cette possibilité. Souvent, c'est vraiment l'intégration, l'inclusion de personnes qui ont un rôle d'amateur à jouer. Est-ce qu'il y a des points de blocage au développement des pratiques amateurs? Est-ce que ça bloque ou pas? Évidemment, quand on est au BIS, on peut très vite avoir le débat des amateurs qui prennent la place des professionnels, des amateurs qui s'en sortent mieux ou avec des meilleures conditions que certains étudiants dans des conservatoires ou autres. Ou qui captent des budgets publics qui pourraient leur être destinés. Alors qui captent, moi je suis désolée, mais les budgets publics donnés aux compagnies amateurs, moi j'ai été DAC, quand on donne 300 € par an à une compagnie amateur, c'est le bout du monde. Donc il faut un petit peu relativiser. Et moi, je ne crois pas que ce débat soit utile parce que, comme on le disait au début, il y a toujours eu de la pratique artistique et avec ou sans financement public, les gens s'exprimeront. Après, je suis persuadée que chacun a sa place et que la chance que nous avons en France, c'est d'avoir des vrais statuts pour des artistes professionnels et que c'est un plus pour la société, pour tout le monde, et donc pour mettre des paillettes dans les yeux à plus de paires d'yeux dans des théâtres en province, à Paris, dans des banlieues, dans des petites salles ou dans des grands théâtres institutionnels, je crois que tout est bénéfique. Mais ne pas penser qu'il y a une rivalité parce que vraiment, il y a de la place pour tout le monde. Dans un département comme celui de la Loire-Atlantique, donc la considération des amateurs peut évoluer un petit peu plus encore? En fait, la considération, elle est là, je dirais. Après, on voit bien la difficulté qu'il y a, alors pas obligatoirement à un niveau départemental, mais à un niveau d'intercommunalité ou de commune, à prendre en compte les besoins émis par tous ces pratiquants.
Et on voit bien qu'il y a énormément de demandes de lieux de travail qui sont difficiles, dont la réponse est difficile par une commune. Et c'est vrai qu'au département, c'est surtout sur cet axe d'accompagnement aux intercommunalités qu'on travaille pour répondre à ces besoins. Par des accompagnements avec notre agence départementale musique et danse en Loire-Atlantique, et par le fait qu'on a mis en place une contractualisation avec les territoires qui souhaitent élaborer un projet culturel de territoire. Et que dans ce cadre, on les incite fortement à travailler, à recenser, à qualifier et à accompagner les pratiques amateurs sur leur territoire. C'est plutôt par ce biais-là, en fait. Par ce biais-là. Ça vous paraît être une bonne approche d'être en soutien? Ouais. Tout ce qui est incitatif et tout ce qui fait prendre conscience des besoins me paraît effectivement être une réponse nécessaire. Et moi, je me réjouis de voir que les schémas départementaux des enseignements artistiques, pour certains en tout cas, parce que certains ont été abandonnés aussi, mais dans certains départements, il y a une vraie continuité sur la question des territoires et des besoins qui peuvent être des besoins en bâtiment, des besoins en expertise, des besoins en partage aussi, en synergie. Les lieux, souvent, sont des lieux de rassemblement, sont des possibilités de rassemblement. Donc quand on a un lieu, une salle qui est confortable, qui est belle, qui est ouverte à des heures le soir et le week-end, parce que les amateurs, c'est ça, c'est le soir et le week-end, où peuvent se croiser des professionnels aguerris, des amateurs débutants, des amateurs éclairés, qui ont voué toute leur vie. On a des amateurs, beaucoup, qui se mettent à temps partiel pour pouvoir vivre leur passion, qui renoncent à leurs vacances pour écrire un spectacle pendant tout un été. Enfin, il y a des cas extraordinaires. Bon, évidemment, ce sont des personnes anonymes, donc il n'y a pas une grande couverture médiatique, mais il y a une multiplicité de cas qui fait que localement, justement, en général, ça se vérifie localement, il y a une énergie, une passion, une curiosité, et quelque part, il y a une recherche aussi de légitimité de l'expression, et finalement, ça forme des citoyens, tout simplement, en fait, prendre la parole, transformer un fait en point de vue artistique, en expression, et puis se former, se challenger soi-même, pouvoir se dire je prends un cours de chant pour améliorer, je vais faire un stage avec tel grand metteur en scène qui est de passage dans ce CDN, et voilà, c'est super. C'est ça, c'est la complémentarité des outils dont je parlais tout à l'heure. Oui, bien sûr, des artistes payés dans des grandes maisons de théâtre ou de danse ou de musique, mais en lien avec les habitants, et pas en lien imposé avec les habitants, mais en écoute des besoins des habitants. Et pour beaucoup d'habitants, je crois que les dernières études le montrent, et celle d'Olivier Donat en tout cas le dit, il y a plus de pratiques artistiques que de consommation de biens culturels. Donc, posons-nous cette question. Sonia Leplage, je sens que vous avez encore beaucoup de choses à nous raconter, donc vous avez bien fait de venir ici à Culture Link. On aura l'occasion d'y revenir à une autre occasion, et bien fait aussi de porter cette parole-là ici au BIS 2020. Alors, pour revoir cette interview et les autres, parce qu'il y en a beaucoup ici sur cet événement à Nantes, eh bien c'est culturelink.fr et puis les réseaux sociaux. À très bientôt, restez connectés.